Alors, maintenant, nous accueillons donc Jean-Marc Terrasse. Donc Jean-Marc Terrasse, qui a déjà eu l'occasion de venir nous visiter et qui partage lui aussi cet amour enflammé pour l'Aubrac et pour son plateau. Alors Jean-Marc Terrasse, je le rappelle, a dirigé l'auditorium du Louvre pendant de nombreuses années. 9 ans. 9 ans, c'est important, ce sont de nombreuses années, 9 ans. Et il est également enseignant à l'université Paris Diderot, Paris 7. Et depuis avril 2014, il occupe les fonctions électives dans la mairie d'Orthez. Et il a publié de nombreux ouvrages qui sont présents à la librairie au fond de la salle. Je ne citerai simplement que Petit pan de mur jaune, 22 écrivains du côté du Louvre, paru en 2010, et son dernier ouvrage, Closer, Jérôme Lagarigne, paru aux éditions Dilecta 2012. Il nous propose une communication intitulée « Rosny est né, la guerre du feu, une affaire d'homme ». Jean-Marc, tu as la parole. Ça marche ? Oui. Est-ce que vous avez des images ? Voilà, c'est bon. J'ai quelques petits problèmes techniques, mais ça devrait se résoudre. Voilà. Saint-Bernard aujourd'hui, grand envoyeur de guerre, donc prêcheur de croisade, donc bonne transition. Donc la guerre du feu, je vais vous parler du feu, faire une petite promenade dans la préhistoire. Il y a à quelques centaines de milliers d'années près, d'ailleurs, on ne sait pas très bien où et comment le feu a été inventé. Au fond, ça n'a pas énormément d'importance, même si cette invention, au sens propre du terme, est, selon certains auteurs qui ont été abondamment cités tous ces jours-ci, à l'origine de tous les mythes fondateurs et de toutes les religions. De la connaissance du feu naît l'Homo sapiens. Alors, ce qui compte, c'est qu'on sait très bien comment nos ancêtres faisaient du feu. Ça, on le sait. Deux méthodes. Le bois qu'on fait tourner ou qu'on frotte. Alors, je vais voir si ça marche comme ça. Voilà. Les pierres, mais il faut bien les choisir, les pierres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, tous les enfants qui ont visité un site préhistorique et sont revenus avec un kit du feu, c'est ce que vous avez sous les yeux, un kit feu qu'on vous distribue dans les sites préhistoriques, le savent parfaitement. Faire du feu, c'est pas de la tarte. Donc si l'expérience vous amuse, si vous avez envie de faire du feu, je vous suggère d'abord de lire La Grande Aventure du Feu, un très beau livre écrit par deux préhistoriens, Bertrand Roussel et Paul Boutier, qui ont revisité, expérimentation à la pluie, l'ingéniosité déployée au fil du temps par les hommes pour dominer ce phénomène physique. Histoire méconnue de l'allumage du feu. Je vous montre ici un Homo sapiens, comme les musées vous les proposent aujourd'hui. Alors, ils ressemblent fort aux hommes de Néandertal, tels qu'on se les représentait à la fin du XIXe siècle. Voilà, comme ça, on les voyait comme ça, on les fabriquait même. Vous avez une artiste en train d'en faire un. Donc, cet Homo sapiens, c'est moi. Tel que les musées vous les proposent par des petits logiciels malins qui vous transforment. Vous mettez votre photo dedans et puis c'est vous qui devenez un Homo sapiens. Voilà, c'est moi il y a quelques 30 000 ans. Voilà, je ressemble un peu à ça. Tu n'as pas changé. Donc on trouve quelqu'un en train de chercher image de la guerre du feu. L'autre système, ça consiste à frotter du bois contre du bois et à essayer d'allumer le feu. C'est encore plus difficile qu'en frottant des pierres très bien choisies et avec de l'amadou. D'ailleurs, mon fils ici présent dans la salle a trouvé un champignon d'amadou hier en se promenant dans la forêt. Et donc, il va pouvoir enfin faire du feu à la maison. Alors, on trouve ce qu'on cherche quand on est un savant. Contrairement à ce que disait d'ailleurs hier ou avant-hier M. Alain Gras, c'est vrai aujourd'hui comme hier. Je voulais vous le rappeler. Les scientifiques réfléchissent avec les idéologies dominantes, ou non d'ailleurs, issues de leur époque. Si le mot serendipité est devenu à la mode, serendipity en traduction de l'anglais, c'est pas par hasard, parce qu'on s'est dit peut-être qu'au fond, effectivement, il pourrait y avoir du hasard. Mais la science pense avec son temps. Je vous donne un petit exemple pour rester dans le contemporain. Cette petite mandibule qui vient d'être trouvée, qui a 430 000 années,
Alors, qu'est-ce que les savants font quand ils analysent et qu'ils trouvent cette mandibule? Dans 3 lignes, ils vous disent, voilà, ça va peut-être changer nos rapports avec le passé, c'est le chaînon manquant. On arrive toujours à cette histoire du chaînon manquant entre les plus anciens et les plus modernes. Et puis surtout, et c'est ça que je voulais dire, c'est que très rapidement, on vous parle du climat. C'est-à-dire que de la question du rapport de l'homme et du climat. Aujourd'hui, chaque fois que vous traitez d'un sujet préhistorique, au bout de 5 minutes, la question obsessionnelle à la mode, c'est le changement climatique, donc on vous parle du climat. Quelques sujets qu'on traite, on en revient à ça. Peut-être que c'est à raison, j'en sais rien. Ce qui est frappant, c'est qu'on trouve du climat partout. Alors, je vais passer maintenant à la guerre du feu, soyons sérieux. Donc, monsieur Rosny Aîné, ici présent, l'auteur de la guerre du feu, connaît bien la science de son temps. Il s'y intéresse, et il s'intéresse d'abord aux pensées nouvelles. Alors, un petit tour par sa biographie va mieux nous aider à comprendre ce qui l'a inspiré. Je tire ma science, je tiens à le dire, d'un article de Fabrice Munzig, publié dans la revue Le Visage Vert. Donc, à tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui m'a tout appris là-dessus. Donc, Joseph-Henri Honoré Boex, dit Rosny Aîné, est né le 17 février 1856 à Bruxelles, il est belge. Il fait des études scientifiques, puis part, donc c'est important de savoir qu'il a fait des études scientifiques, puis part pour Londres à l'âge de 18 ans, décidé à devenir anglais, et même un écrivain anglais, c'était son objectif. Sans qu'on sache trop pourquoi, on n'a pas trouvé de traces de son vraiment disant des choses précises. Il change d'avis 10 ans plus tard, et il rejoint son frère à Paris en 1853, et il semblerait que le statut d'écrivain français lui plaise mieux à ce moment-là que celui d'écrivain anglais. Mais il parle très bien anglais, et ça sera important, on verra plus tard pourquoi. Il s'intéresse au naturalisme. Il est fort influencé par ce courant, fort influencé, c'est une formule que j'ai trouvée sous sa plume. Il lit les penseurs à la mode, et en particulier ce qui fait l'esprit du temps, l'indianiste Sylvain Lévy, donc les grands courants dont on a beaucoup parlé aussi ces jours-ci, et Paul Regnault, cité par mon ami Henri Xavier, ici présent. Alors, Xavier Laurent, pardon, excuse-moi, je peux toujours t'appeler Henri Xavier. Mais les prénoms de Joseph Rosny Aîné étant Joseph-Henri Honoré, c'est toujours un peu compliqué, on se mélange dans les prénoms. Alors, il publie un premier roman naturaliste, donc 4 ans plus tard. Il s'associe avec son frère à ce moment-là, ils décident d'écrire ensemble, tous les deux, sous le nom de J.H. Rosny, sans le Aîné derrière. Il signe le manifeste naturaliste contre Zola, célèbre manifeste naturaliste quand Zola publie La Terre. Je ne vais pas développer trop parce que c'est encore d'autres sujets, et puis il y a des grands spécialistes, il y a Eric Valbert qui est dans la salle et qui en sait beaucoup plus que moi là-dessus. Mais pour lui, et il fréquente surtout Edmond de Goncourt, qui devient un ami proche. Pour lui, passé et futur se mélangent, et c'est ça qui est intéressant pour un naturaliste, et il forme un monde où tout peut se produire. On ne sait pas trop si on est dans le passé ou le futur, et il écrit parfois seul, et en particulier sur ce sujet, et en particulier en 1887, il écrit un livre qui s'appelle L'Exipéhus, avec un Z, je ne sais pas très bien comment on le prononce, dont l'action se déroule dans une préhistoire futuriste où se croisent humains et intelligence non organique. Donc c'est assez curieux. Alors j'ai pas d'image de ce, malheureusement pas trouvé d'image. Je vais vous le montrer avec son frère, dessiné et caricaturé, et ici lui-même, donc représenté comme volontiers on faisait à cette époque, on caricaturait très facilement les gens. Voilà. C'est une œuvre donc de science-fiction. Même si le terme n'existe pas encore, on ne peut pas utiliser le mot de science-fiction officiellement, et il va se partager donc entre ce genre hybride et les récits préhistoriques. Il va venir rapidement aux récits préhistoriques. Donc Vamiré, un autre roman préhistorique, paraît en 1892. Ce texte est écrit cette fois-ci avec son frère, est souvent considéré par les spécialistes comme le premier vrai roman préhistorique. En 1908, les frères décident de se séparer pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, et ils deviennent J.H. Rosny Aîné et J.H. Rosny Jeune. Voilà. Donc et continuent à participer à la vie intellectuelle parisienne, dont ils seront des personnalités importantes. Et dès l'année suivante, donc en 1909,
notre J.H. Rony aîné, donc celui-là, notre Joseph Henri Honoré, écrit la fameuse Guerre du feu. Alors, c'est un succès invraisemblable, retentissant, et il va publier encore des tas de romans jusqu'en 1940 où il va mourir, sans connaître évidemment le même succès. Il y a eu 80 éditions francophones, plus de 40 traductions dans tous les sens. Il va aussi continuer à écrire de la science-fiction, et il deviendra, et c'est pour en terminer avec sa biographie, membre de l'Académie Goncourt, donc un des premiers membres de l'Académie Goncourt, et ensuite président de l'Académie Goncourt, même de 1926 à 1940, pendant 14 ans. Donc il joue un rôle très important dans cette vie parisienne. Et il terminera, et c'est son frère d'ailleurs qui lui succédera, le J.H. Rony jeune, qui lui succédera en 1940. Donc la guerre du feu est écrite en 1909, écrite ou écrit, je ne sais pas si on doit dire ça comme masculin, féminin. Le livre La guerre du feu est écrit en 1909. Il est publié en feuilleton d'abord dans une revue qui s'appelle Je sais tout, revue qui se rendra tristement célèbre plus tard, au moment de la collaboration en particulier. Et puis, il subit surtout une autre influence importante, c'est celle des années d'avant-guerre. Et ces années d'avant-guerre sont profondément et totalement bellicistes. C'est ce que je dis, évidemment, dans le petit texte de présentation qui vous avait été distribué. Il est profondément lui-même, totalement influencé par ça. Et ce qui est intéressant dans ce bellicisme d'avant-guerre, dont je ne vais pas trop parler parce que c'est encore un sujet un peu différent, parce qu'on pourrait le développer très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Mais il parle des Allemands, et on parle des Allemands, et lui en particulier, comme de tribus indiennes. C'est-à-dire, on utilise très foncièrement, on trouve des articles qui disent les Allemands, les voilà, c'est Teutons, c'est Goths, c'est Ostrogoths, c'est Saxons, c'est Vandales, c'est Germains, c'est Prussiens, c'est Frisons, c'est Tudesques, c'est Deutsch, c'est Bavarois, et que sais-je, c'est Autrichiens même, on le dit. Et puis, bien sûr, c'est Bosch, c'est Schleu, c'est Frisé. Tous ces mots, c'est Fritz. Tout ça, tous ces mots désignent les Allemands. Et il y a dans ce vocabulaire, cette manière de parler des Allemands, quelque chose qui ressemble à ce concept de tribu. Et c'est évidemment ce concept qui va développer dans la guerre du feu. Alors, les Allemands disent la même chose. Hein. On retrouve dans les journaux allemands les Français vus comme des tribus. On nous traite de Bretons, de Basques, d'Auvergnats, d'Occitans, de Gaulois, etc. On retrouve Astérix assez rapidement sur ce sujet. Donc je ne vais pas vous faire l'histoire de ça. Je vous ai montré ici quelques images qui sont tout à fait sur la revanche et qui montrent aussi que l'extrême avant-garde est aussi profondément anti-allemande. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans le Figaro, dans ce numéro du Figaro de 1909, le manifeste du futurisme. Et le manifeste du futurisme, comme on le sait, est un manifeste belliciste, guerrier. Marinetti et tous les futuristes sont dans cette dynamique de la guerre. Et donc, qu'on soit un peu passéiste ou qu'on soit d'avant-garde, on est dans cette espèce de dynamique belliciste qui imprègne l'esprit du temps. Je vais vous faire juste une citation, comme ça, je ne vais pas en faire beaucoup, que j'ai tirée de Proust dans Le Temps retrouvé. Elle est prise, alors, si ceux qui s'intéressent, je l'ai prise dans l'édition du livre de poche de 1967. Et elle dit ça. « Monsieur Bontemps ne voulait pas entendre parler de paix avant que l'Allemagne eût été réduite au même morcellement qu'au Moyen-Âge. » Vous voyez, les tribus. La déchéance de la maison Hohenzollern prononcée et Guillaume ayant reçu 12 balles dans la peau. En un mot, il était ce que Brichot appelait un jusqu'au-boutiste. C'était le meilleur brevet de civisme qu'on pouvait lui donner. Donc, puis Proust, avec sa manière de toucher à rien, passe tout de suite à autre chose, à savoir les pratiques de Madame Verdurin. Bontemps et ce chef de Bontemps qui vient de citer, et ce chef de cabinet, j'ai plus beaucoup de temps, c'est ça ? Il faut que j'accélère. D'accord. Et ce chef de cabinet du ministère des Travaux publics, il est dreyfusard en même temps, et profondément réactionnaire, et il fréquente le salon de Madame Verdurin. Donc vous voyez ce mélange que Proust fait entre les dreyfusards, les anti-dreyfusards, les réactionnaires et les avant-gardes. Alors, je vais aller plus vite, évidemment. Voilà la guerre du feu. Je
au moment où donc la guerre du feu s'écrit, il y a tout ça dans l'esprit du temps. Aujourd'hui, évidemment, on ne pense plus de la même manière, même si la science est toujours ambiguë et même si beaucoup de textes, évidemment, restent profondément bellicistes et même si on lit l'histoire, la préhistoire, comme un lieu et un moment de la guerre. Je vais juste citer à ce sujet Marilène Patoumatis, qui est docteur en préhistoire, directrice de recherche au CNRS et vice-présidente du conseil scientifique du Muséum d'histoire naturelle, qui est vraiment l'experte en la matière. Et elle dit « L'image d'une aube cruelle, violente et guerrière a d'abord été construite par les savants évolutionnistes et les préhistoriens du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui soutenaient l'hypothèse d'une évolution humaine, tant biologique que culturelle, progressive et unilinéaire. Elle a été popularisée ensuite par les magazines illustrés, les romans préhistoriques, les premiers musées ethno-archéologiques, les expositions universelles et plus tardivement des films comme La guerre du feu. Si aujourd'hui encore quelques sociobiologistes et psychologues suggèrent que les comportements violents sont génétiquement inscrits et héréditaires, d'autres chercheurs, en particulier en neurosciences, réfutent cette thèse car pour eux, il n'y a pas de violence naturelle en l'homme. La nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise, les facteurs environnementaux étant la cause du recours à la violence. Alors maintenant, qu'est-ce que cette guerre du feu, j'accélère, nous raconte ? C'est un roman, d'abord, premièrement, il y a un téléphone quelque part qui fait un peu de bruit, voilà. C'est un roman de chevalerie. D'abord, le processus narratif, une perte, le feu, une quête, retrouver le feu, un héros, des aventures, des dangers, des ennemis réels ou figurés, des alliés, le succès, une récompense au succès, la femme, c'est-à-dire l'accomplissement d'un désir exprimé dès le début. Un modèle, donc, le roman de chevalerie. Le Graal, ici, c'est le feu. Et le feu donne la puissance. Donc, il fascine. Alors, je vais vous épargner les citations parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'avais des citations tirées du texte. Vous voyez ici comment on les représentait dans La guerre du feu. C'est un livre romantique et non naturaliste. Les descriptions font penser à Bernardin de Saint-Pierre, très clairement. Nature luxuriante, multiple, généreuse, sans danger à part celle que font peser les prédateurs, précise avec d'innombrables animaux encore existants ou disparus qui cohabitent dans le principe d'une grande chaîne alimentaire, avec en haut de la hiérarchie les mammouths et évidemment les hommes capables de faire alliance avec les mammouths, ceux qui sont en haut de la hiérarchie. C'est un livre de guerre, troisièmement. Donc la nécessité de la guerre fait l'homme. La naissance de la guerre, c'est la naissance de l'homme moderne. Et c'est ce que vous raconte ce livre. L'homme devient homme quand il fait la guerre. Donc, le sens de la tribu et de la race. La guerre, c'est l'autre. C'est-à-dire, on ne fait pas la guerre entre soi, on fait la guerre entre tribus, et c'est légitime. Et c'est fondamental, ceux qui ne savent pas faire la guerre sont condamnés à disparaître. Ils croisent une tribu où ces gens-là ne sont pas guerriers, ne sont pas capables. Eh bien, cette tribu est vouée à disparaître. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans cette tribu, les hommes et les femmes sont égaux. Et une tribu où les hommes et les femmes sont égaux, eh bien, c'est une tribu qui ne sait pas se défendre et qui va s'affaiblir et qui va disparaître. Donc, ça prône évidemment, clairement, ce sujet-là. Il faut tuer le chef pour vaincre, c'est-à-dire que quand on va rencontrer l'autre tribu, et c'est ce que vous aviez dans la citation de Proust, il faut aller Guillaume mérite 12 balles dans la peau. Et le feu, qu'on retrouve tout au long du roman, est un langage purement et totalement militaire. Donc, il va encadrer la guerre de 14-18. Vous le savez, ça se commence par la guerre du feu et ça se termine par le feu de Henri Barbusse. Et donc, c'est sans arrêt le mot, la puissance du feu, et tous les mots, toutes les métaphores qui ont été utilisées aussi depuis 3 jours autour du feu sont sans arrêt utilisées et elles sont toujours guerrières. Alors, de quel feu s'agit-il dans ce livre ? Je vais répondre rapidement à cette question. C'est d'abord le feu, et c'est important, je crois que ça sera un peu en contradiction avec ce qui a été dit il y a 5 minutes par mon prédécesseur, mais bon, c'est un feu, c'est un don partagé par les hommes. Ce qui fait le feu, c'est ce qui fait l'homme, parce qu'il assure la survie. C'est ce qui le différencie de l'animal. Donc, c'est le postulat de base. Le feu, c'est cette force incompréhensible qui fait l'homme différent des autres animaux. Le feu, c'est ce qui fait qui écarte l'homme de la nature. Oui, je sais, j'ai fini.
Et cette différence, l'homme se la donne à lui-même. Il n'y a pas de Dieu, ni d'idée de Dieu dans ce livre, dans La guerre du feu. Jamais. Ce que le livre sous-entend, c'est que l'idée de Dieu vient aux hommes à travers leur rapport avec le feu et non avec les autres forces qui sont communes aux autres animaux, comme l'eau, etc., qui partagent avec les animaux. Le feu n'est pas comme le fleuve, les saisons, les plantes, la forêt, etc. Non, le feu, c'est l'invention de Dieu. Le livre ne dit jamais explicitement ces mots, mais le concept de Dieu n'est jamais ni évoqué, ni invoqué par les Zul'arm, la tribu dominante. Il n'y a pas, comme souvent dans les romans préhistoriques, un arrière-fond religieux. Un monde où l'homme naissant aspirerait à une transcendance. Rien de ça. Au contraire, c'est l'homme qui transcende la nature grâce à son invention du feu. Le feu, c'est ce qui sépare l'homme des autres, comme l'âme, comme le souffle, comme Dieu, et qui permet l'invention de Dieu. Donc, roman préhistorique, mais surtout roman pré-mythologique. Il répond à cette question prométhéenne sur l'origine de feu sans passer par l'idée de Dieu. Il suggère que cette question est donc antérieure à l'invention du concept de divinité et sans doute même à son origine. Alors, je vais avancer un peu aussi. Alors, je vais revenir sur une chose très rapidement, c'est sur le film de Jean-Jacques Hano qui a été fait en 1981. Il y a une différence fondamentale avec Jean-Jacques Hano, c'est que dans le livre de Rosny, les hommes ne vivent pas en conflit avec la nature. Ils vivent en harmonie avec elle. Le seul conflit, ce sont les prédateurs qui sont là, qui existent, et en particulier les autres tribus, les autres hommes. Alors, il en fait le tour, hein, c'est ce qu'il raconte, c'est ce qui construit l'aventure du film. Mais il y a un sentiment profond que l'homme est en harmonie avec la nature et qu'il la domine grâce au feu. Ça, c'est la différence où dans le film de Jean-Jacques Hano, ils sont en permanence en tension, sur le qui-vive, on a l'impression qu'ils vont sans arrêt disparaître et qu'ils ont ce sentiment-là eux-mêmes. Et la deuxième différence, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le rapport à la femme. Pourquoi ? Parce que dans le film tourné en 81, c'est la femme qui apporte finalement le feu, et c'est elle que l'homme ramène avec lui. C'est elle qui lui donne le feu. Dans le livre, au contraire, la femme, c'est la fille du chef qui a attendu le retour du héros et lui est donnée en récompense. Donc en 81, le principe exogamique va remplacer le principe endogamique de la tribu, et qui est celui d'avant la Première Guerre mondiale. On se marie entre soi. C'est très mal de se marier avec une Allemande. Le monde a changé. Peut-être la femme est devenue exotique en 81, plus désirable quand elle appartient à la tribu voisine. La femme devient aussi active, c'est-à-dire elle participe à ça. Voilà. Alors, donc deux différences du monde entre peut-être, même si l'idée de guerre reste aussi présente en 1980 et aujourd'hui qu'en 1909, mais deux choses qui ont totalement évolué. Mais c'est un roman de son temps et avec cette vision-là. J'ai mis ici une image, et ça, je vais terminer avec ça. J'ai fini. Je sais que tu mets la pression, je ne lirai pas la citation de la fin. Ce livre de Jack London, Construire un feu, qui est un livre magnifique que je vous engage à lire, est un livre un peu culte et qui est exactement contemporain de la guerre du feu. C'est-à-dire que Jack London l'écrit au même moment, et Jack London, qui parle l'anglais, l'a lu. Donc, d'où l'importance du fait qu'il parlait anglais. Qu'est-ce que raconte la guerre de Construire un feu ? Ça raconte l'histoire d'un homme perdu dans le Klondike par moins 75 degrés Fahrenheit, qui va mourir parce qu'il doit passer une nuit et qui n'a pour seule capacité de survie celle de construire un feu. Et donc, il s'attelle à la construction de ce feu qui sera sa survie. Et donc, le feu devient effectivement l'élément qui va permettre à cet homme de survivre. Seulement, cet homme, qui est un scientifique, qui vient d'Europe et qui sait tout mieux que les autres, construit son feu, décide de construire son feu à l'abri. Alors que les gens du coin lui avaient dit « Mais tu sais, ton feu, en plein hiver, il faut le construire le plus loin possible de tout, au milieu de nulle part, au milieu de la neige. » Et il dit « Mais c'est idiot. Il faut que je me mette à l'abri et que je me mette pour que le feu puisse démarrer. » Et il fait son feu, et évidemment, au milieu de la nuit, il y a un grand vent, et toute la neige tombe sur le feu, et il meurt. Et le chien, qui avait compris et qui depuis le début essayait de l'empêcher de faire ça, s'en va seul et rejoint le village tout seul. Et cet homme meurt parce qu'il n'a pas
il a voulu construire un feu, mais il n'a pas accepté le feu triangulaire, c'est-à-dire cette tradition qui nous vient de la préhistoire, qui est d'apprendre à construire un feu. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Marc, merci infiniment d'avoir témoigné et enrichi vraiment les débats et montré toute la diversité des débats qui caractérisent à la fois les rencontres de Braque et particulièrement les propos sur les imaginaires du feu. Merci également d'avoir joué le jeu du temps. Voilà, moi, je ne suis que le ministre du temps. L'horloge était mon dieu temporaire. Donc, nous avons quand même le temps de prendre au moins une ou deux questions sur le sujet avant de passer à la communication suivante. Donc, c'est aussi pour ça que j'étais un tantinet mis la pression, mais c'est aussi pour que nous ayons le temps pour cet échange. Donc, une première question. Voilà, madame. Ah ben, t'en vas. Bonjour, avec Bonjour. un accent allemand, autrichien. Oui, oui. Ah, mince. Au temps de ce monsieur conservateur qui a fait ce livre, il y avait en même temps à Paris monsieur Nobel, qui a aussi travaillé sur le feu, le dynamite, qui était ami avec une dame qui s'appelle Bertha von Suttner, qui a écrit Die Waffen nieder. Et le mouvement pacifiste de ce temps-là, avant la guerre de 14, international des femmes, était importante aussi en France. Mais voilà, il faut se mentionner, hein, les femmes n'ont pas eu le droit de voter. Alors, elles étaient effectivement les filles du chef, comme vous dites là à l'époque. Et cela a changé pendant les 100 ans qui sont passés. Voilà, on peut voter, et bien sûr, dans le conservatisme masculin de guerre de feu de siècles passés. Votre question. Vite, ma question est-ce que vous pouvez faire une comparaison de ce monsieur avec les games, les nouveaux jeux qui se font par l'ordinateur, qui montrent le même système de tribus, les femmes... oui. Voilà. Je vais vous faire la citation de la fin, les dernières phrases du livre, déjà pour répondre à ça. Voilà, dit le chef, elle sera ta femme, ma protection n'est plus sur elle, elle se courbera devant son maître, elle ira chercher la proie que tu auras abattue et la portera sur son épaule. Si elle est désobéissante, tu pourras la mettre à mort. Voilà. Alors, on ne peut pas dire qu'il était totalement proche des courants féministes. Une autre question éventuellement. Mais bien sûr, les jeux vidéo contemporains sont souvent dans cette dynamique-là. Mais ils exaltent la guerre. Je ne suis pas sûr qu'ils soient antiféministes. Je pense qu'ils exaltent la guerre. Ouais, voilà. Ils sont dans cette exaltation de la guerre et la femme y est traitée un peu comme dans ce livre-là. Je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, moi je te remercie infiniment, Jean-Marc. Nous aurons l'occasion sans doute au moment des différents repas. J'ai vu qu'il y a d'autres réactions également sur les jeux vidéo. Je pense, Jean-Marc, qu'il faut te préparer à une reprise sur Assassin's Creed et l'intégralité des wargames actuels qui parfois ont des héroïnes. Chef de tribu, le matriarcat est à la mode. Mais on reporte la discussion à un peu plus tard, si tu permets. Merci infiniment d'avoir pris la parole. Vraiment, merci d'avoir aussi témoigné de cette histoire de la guerre du feu. Merci Jean-Marc.